Lors de l'été 2015, j'avais 33 ans. J'étais brisé, sans boulot, dans une ville mexicaine. Ma vie entière s'était consciencieusement dégradée ces dernières années. En plus, mon meilleur pote était retourné en Europe. Je m'ennuyais et j'étais particulièrement fatigué par mon quotidien minable. Alors lorsqu'un ami faisant partie de mes contacts internet, que j'avais rencontré en personne 2 ans plus tôt, m'a invité à passer un mois dans sa ferme en Norvège, j'ai accepté sans aucune hésitation. Le deal était simple, en échange de travaux dans sa ferme, j'aurais le droit de passer des vacances plutôt sympas dans un pays que j'avais toujours voulu visiter. Ça ne me posait aucun problème de faire un boulot de fermier, et en fait c'est ce que je cherchais, histoire de me bouger. Depuis que j'avais déménagé du Canada en 2011 jusqu'au Mexique, je me sentais empâté et rouillé. Du coup j'ai fait ma valise, et sauté dans mes chaussures et dit au revoir à Mexico, de la meilleure des manières, en prenant une bonne cuite. Je suis arrivé à Stavanger, en Norvège, mais j'ai découvert que ma valise avait décidé de partir en Thaïlande. Après plus d'1 heure de recherche, j'ai donné l'adresse de mon ami pour que la compagnie me recontacte. J'ai enfin pu sortir dehors et rencontrer une nouvelle fois mon pote Harold. Il m'attendait un peu agacé. Il me dira plus tard qu'il allait tout juste partir lorsqu'il m'a vu, pensant finalement que je n'avais pas pris l'avion et changé d'avis. Je pense que j'ai eu de la chance. J'ai passé la nuit avec Harold et ses potes dans un appartement qui faisait face à l'océan, dans un quartier plutôt calme. À Stavanger, j'en ai profité pour fumer et boire de la bière norvégienne, jusqu'à l'ivresse. À propos de la fumette, autant vous dire que c'était dégueulasse. Mais bon, j'ai été accueilli chaleureusement. Le jour d'après, Harold m'a emmené dans sa ferme, se trouvant à 1 heure au sud de Stavanger, dans une communauté appelée Egersund. Enfin, je crois que c'est ce nom-là. Les adresses norvégiennes ont des noms un peu bizarres si vous n'avez pas l'habitude. Le terrain que possédait Harold était immense et magnifique. Je suis pas sûr de savoir à quoi cela servait exactement, mais sur la propriété, il y avait une sorte de phare qui attirait un paquet de touristes à travers l'Europe. La maison d'Harold était plutôt petite et se trouvait en haut d'une colline, avec une énorme étable à côté. Harold vivait seul dans cette maison à 2 étages, mais il avait un locataire au sous-sol. Dès que je suis passé devant la fenêtre du sous-sol, j'ai instantanément eu un sentiment de crainte. Il y avait une webcam placée derrière la fenêtre. Le reste de la fenêtre était couverte par des cartons et des papiers. J'ai pas interpellé Harold à ce sujet vu qu'il ne semblait pas y faire attention. Je me suis dit que le locataire était sûrement un gars un peu excentrique ou que c'était tout simplement une précaution logique, vu qu'on se trouvait un peu au milieu de nulle part, avec un voisinage séparé par des champs immenses. J'ai lâché l'affaire et je me suis recentré sur la joie que j'avais de me retrouver en Norvège. Après m'être installé dans une des chambres de l'étage, Harold m'a informé que c'était cette semaine qu'il allait célébrer le mariage de son fils, et que du coup la maison allait être aussi habitée par les membres de la famille de la mariée, venant de Bergen, et ce dès le lendemain. J'ai été ravi de les rencontrer, mais durant la seconde nuit, lorsque tout le monde dormait, et alors que l'on continuait avec Harold de discuter, boire des bières, j'allais rencontrer pour la première fois le locataire du dessous, Olaf. Harold avait des problèmes avec son nouveau smartphone et apparemment Olaf avait été technicien SAV et avait d'ailleurs choisi et acheté le téléphone pour Harold. Nous sommes descendus jusqu'au sous-sol d'Olaf. Harold me dit alors qu'Olaf lui prenait la tête et qu'il ne l'aimait pas, surtout depuis qu'il avait complètement transformé le sous-sol. Mais de ce que j'en comprenais, il y avait entre Harold et Olaf une relation qui allait au-delà du simple rapport propriétaire-locataire. Le sous-sol était sombre. Toutes les fenêtres étaient obstruées et des piles d'ordures remplissaient littéralement toute la pièce. Le lit était rempli de composants informatiques et d'autres trucs d'ordinateur qui clignotaient et bipaient. Olaf nous invita à nous asseoir. Lorsqu'il tourna sa lampe de bureau pour ausculter le téléphone d'Harold, j'avais enfin un bon aperçu du personnage. Sûrement un peu plus de la quarantaine, mais donnant finalement l'impression d'avoir plus. La tête rasée, très maigre, un gros nez et de grosses poches sous les yeux. En fait, le look du mec addict au crack. J'avais bossé au Canada dans une maison de convalescence et j'avais déjà vu ce genre de mec, devant gérer des addictions plutôt sévères. Son bégaiement confirma mon observation et je décidai de garder un œil sur lui. Mon instinct me disait que ce gars poserait des problèmes. Une fois terminé avec le téléphone, Olaf porta son attention sur moi et me demanda si je voulais regarder du porno, ce que j'ai tout de suite refusé. Je voulais juste me barrer de ce sous-sol oppressant. Harold se mit à se marrer, le rire d'un mec bourré, et demanda à Olaf s'il avait des vidéos gays. Olaf répondit alors qu'il se foutait du type de sexualité rencontrée dans les vidéos. Il aimait juste voir des gens s'introduire des trucs à l'intérieur d'eux. Un frisson me parcourra le dos et je me suis alors demandé à moi-même ce qu'il voulait dire par là, et s'il y avait un sens plus sinistre à ce qu'il venait de dire. Nous ne sommes pas restés pour le savoir. Harold avait plein de boulot le lendemain et moi j'étais crevé et suffisamment mal à l'aise. Une fois remonté, j'ai demandé s'il faisait confiance à son pote. De ce qu'il m'a répondu, Olaf n'était pas son pote. C'était juste un mec addict qui louait le sous-sol. L'État norvégien payait à Harold pour la location du sous-sol, et Olaf recevait la visite d'une infirmière à domicile 2 fois par semaine pour son traitement. Après avoir déposé cette bombe, Harold partit dans sa chambre se coucher. J'essayais de ne plus penser à Olaf, mais entre mon instinct qui me disait que quelque chose ne tournait pas rond, et ses irruptions inopinées dans la maison quand tout le monde était sorti pour préparer le mariage, j'avais du mal à être tranquille,
La première fois qu'il est monté, c'était pour me filer une clé USB avec des films piratés sur internet. Il a bien insisté sur la partie légale de la chose. La deuxième fois, il me semblait défoncé et voulait juste me dire que si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais lui demander. Il insista pour que je ne dise pas à Harold qu'il était monté. En disant ça, il est reparti dehors vers les escaliers du sous-sol tout doucement. S'il s'était dépêché, il serait sûrement tombé. Après que le mariage soit terminé et que la maison ne soit plus qu'habitée par moi et Harold, les rencontres avec Olaf sont devenues encore plus étranges, mais surtout plus nombreuses. Alors que je prenais mon petit-déj dans la cuisine, j'ai découvert qu'Olaf se trouvait au niveau de la porte de la cuisine, me fixant avec le nez en sang. J'ai fait un bond et renversé mon bol, le bruit créant un sacré bordel. Olaf ne réagit pas et marmonna des choses incohérentes en fixant de ses yeux vitreux la porte du grenier, se trouvant au-dessus de ma tête. J'étais pétrifié et me demandais ce que je devais faire afin d'éviter d'occasionner une réponse violente de la part d'Olaf. Finalement, il sortit tranquillement de la maison. À partir de ce jour-là, j'ai fermé les portes de la maison à clé lorsque j'étais tout seul. Quand j'en ai parlé à Harold, cela l'a rendu fou, et il est descendu dans le sous-sol d'Olaf pour lui gueuler dessus. Harold me dit alors que la présence d'Olaf dans le sous-sol ne lui convenait pas du tout. Il avait tenté plusieurs fois de le virer, mais l'État s'était toujours opposé à cela. Et la sœur d'Harold n'était d'ailleurs pas étrangère à cela. Elle était en empathie avec ce mec qui portait en plus le même prénom que son père. Elle se mettait toujours de son côté. Du coup, Harold était obligé de vivre avec ce gars dans son sous-sol. Olaf était supposé être clean et bien prendre son traitement. C'est tout ce qui lui était demandé. Après ce jour, Olaf a arrêté d'être amical et s'est transformé en une présence froide et invasive. Un jour, alors que je discutais avec un couple d'amis d'Harold dans l'étable, Olaf est rentré et s'est installé près de la fenêtre avec son ordi portable avec quelques gadgets électroniques de sa confection, je suppose. Bien que personne lui ait demandé s'il foutait là, il a commencé à expliquer qu'il utilisait son matos pour hacker le mot de passe Wi-Fi des gens. Il me balança un regard glaçant et s'enfuit. J'ai alors dit aux amis d'Harold que ce mec me faisait flipper et qu'un jour j'étais sûr qu'il allait m'attaquer. Ils ont tenté de me rassurer en me disant que cela n'arrivera jamais. Pourtant, ils m'ont quand même proposé de les appeler si je me sentais vraiment en danger. Ils viendraient me récupérer. On s'est échangé nos numéros et nous nous sommes souhaités bonne nuit. Les jours suivants, les choses entre Harold et moi ont commencé à tourner au vinaigre. Principalement parce que je me sentais plus en sécurité et que je souhaitais finalement partir en Allemagne rendre visite à un bon pote. Je ne l'avais pas compris, mais Harold voulait se rapprocher de moi, ce qu'il n'a jamais su me dire. Je rajouterais que Harold avait de sérieux problèmes d'alcool, ce que je ne savais pas avant de venir ici, et de le voir se foutre dans des états pas possibles. Bref, notre relation se dégradait. J'avais fait mon travail comme convenu et je voulais partir pour m'éloigner aussi bien d'Harold que d'Olaf. Cette nuit-là, j'avais décidé d'organiser mon départ en avion pour l'Allemagne. Harold était sorti pour se bourrer la gueule et je ne l'ai pas revu jusqu'au matin. J'ai veillé pas mal de temps pour l'attraper et discuter avec lui, mais je me suis endormi. Je me suis réveillé en sursaut, en entendant la porte d'entrée claquer. J'ai juste pu apercevoir Harold par la fenêtre marchant vers l'étable, avec son chien et un pack de cibières. J'ai essayé de lui envoyer un message via Facebook, mais la connexion internet ne fonctionnait plus, ce qui n'était pas arrivé une seule fois jusqu'alors. Bizarre. J'ai été jusqu'au routeur pour le redémarrer plusieurs fois, mais en vain. Peut-être qu'Harold avait coupé internet pour me punir comme un gamin. Bref, j'ai continué ma routine du matin, et j'ai déjeuné en me disant qu'après ma douche, j'allais frapper à la porte de l'étable. Je suis descendu à la salle de bain, et je me suis déshabillé et sauté dans la douche, commençant à chanter, histoire de me détendre, avant la discussion sûrement très tendue que j'aurais avec Harold. À la moitié de la première chanson, j'ai entendu un bruit sourd venant de la porte d'entrée de la maison, suivi par quelqu'un criant mon nom. Je me suis dit, ça y est, Harold est bourré et en colère. J'ai fermé l'eau de la douche en me disant que j'allais avoir une discussion bien tendue avec Harold. Lorsque, horrifié, j'ai vu Olaf défoncer la porte de la salle de bain, avec une expression de mec totalement dérangé, avec un couteau énorme entre les mains. Durant quelques secondes, j'étais complètement fixé sur ce couteau et la main d'Olaf, ainsi que sur le fait que j'étais complètement nu, sans défense, dans une toute petite salle de bain au milieu de nulle part en Norvège. J'étais paralysé. Ma plus grande peur était en train de se dérouler. Je pouvais ni crier ni bouger, mais juste fixer ce couteau, menaçant, se rapprochant de moi. J'allais m'évanouir lorsque les cris d'Olaf m'ont ramené sur la gravité de la situation. Il gueulait, m'accusant de jouer avec les sentiments d'Harold. Il me traita de menteur, de sale Mexicain, et me menaça de m'ouvrir en deux et de me défoncer si j'essayais d'obtenir quoi que ce soit d'Harold. Ces accusations m'ont permis de rester lucide. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Je n'étais ni un voleur ni un menteur. Mon passage dans une maison de convalescence au Canada m'a alors été utile, alors que j'étais menacé par ce dingue qui en voulait à ma vie. Je me suis souvenu d'une règle, lorsque l'on rencontrait une personne addicte en plein délire. Soutenir son regard, garder les mains en bas pour ne pas l'effrayer, parler avec une voix calme mais autoritaire, et surtout, toujours les appeler par leur prénom. C'est exactement ce que j'ai fait, en dépit de la peur et de la certitude que j'allais être poignardé à mort. J'ai fixé ses yeux vitreux et fous, et dit « Olaf, c'est toi le voleur. C'est toi qui lui as volé son argenterie. Olaf, tu es le seul ici qui fout le bordel dans cette maison. Olaf, Harold n'est pas ton ami. Olaf, Harold ne souhaite même pas que tu restes habiter ici.
Mes mots l'ont rendu confus. J'ai pu faire un pas. Un seul petit pas qui l'a fait lui-même reculer d'un pas. Finalement, il chargea une nouvelle fois, menaçant ma poitrine et mon cou avec son couteau. Je pouvais sentir des gouttes froides se déposer sur mon dos et un vide brûlant se former à l'intérieur de mon estomac chaque fois qu'il pointait son couteau sur moi. Mais je n'ai pas flanché. Je suis resté solide sur mes jambes et lui ai répété les mêmes mots. À chaque fois que j'avançais d'un pas, Olaf reculait et se dirigeait vers la sortie de la salle de bain. Il a sûrement compris ce que j'avais en tête, mais il était trop tard. Lors de son dernier pas à l'extérieur de la pièce, j'ai plongé aussi vite que mon corps terrorisé me l'a permis et je lui ai claqué la porte sur son squelette. J'ai fermé à clé immédiatement et j'ai bloqué la porte avec mon corps alors qu'une tempête d'insultes, de coups de pied et de coups de poing s'abattait sur cette petite porte. Il n'y avait rien dans cette salle de bain que je pouvais utiliser pour me défendre, et encore moins contre un déséquilibré furieux, équipé d'un couteau avec sûrement le nez cassé. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai senti un coup de pied puissant sur la porte, puis je l'ai entendu pester à travers la maison et mettre un coup puissant dans la porte d'entrée m'indiquant qu'il devait être sorti. J'ai quand même attendu une vingtaine de minutes, incapable de reprendre ma respiration ou de penser à autre chose que de maintenir cette porte fermée. J'avais envie de vomir, mais j'étais pétrifié, incapable de bouger. Mon instinct reprit le dessus, et je savais que je devais vite réagir. J'ai ouvert la porte de la salle de bain, couru à l'étage et m'habillé en vitesse. Je suis ensuite passé par la fenêtre du jardin pour m'échapper. Je savais qu'il pouvait m'entendre d'en bas, parce que je marchais au rez-de-chaussée. Et il avait sa putain de webcam espionnant l'entrée de la maison. J'ai sauté la clôture du jardin et j'ai couru vers les tables. J'ai frappé la porte, crié pour que Harold me laisse entrer, mais en vain. Cet enfoiré se morfondait dans son mal-être et sa colère, alors que moi, j'avais besoin d'aide. J'ai alors couru un long moment, jusqu'à la maison d'après qui appartenait à la sœur d'Harold. J'ai sonné et j'ai expliqué le plus clairement possible ce qui venait d'arriver. Elle ne parlait pas un mot d'anglais, ce qui a rendu la communication très compliquée, jusqu'au moment où son visage est passé de la confusion à la terreur, comme le mien. Elle m'accompagna jusqu'à l'étable, l'ouvrit, me confia à Harold, et partit directement au sous-sol se confronter à Olaf. J'étais choqué, et tremblais en tentant d'expliquer à Harold ce qui venait de se passer. Nous sommes rentrés dans la maison et j'ai pu entendre des cris de dispute émaner du sous-sol. La sœur d'Harold et son mari ont pris Olaf, et l'ont emmené en voiture loin d'ici. Harold, lui, est resté. J'ai bu tellement de bière, je voulais être saoul. Je voulais oublier, mais rien n'y faisait. J'ai appris plus tard que Olaf a avoué avoir un couteau, mais il aurait dit qu'il voulait simplement se battre avec moi. De mon point de vue, ce sont des salades. En réalité, il voulait simplement une excuse pour me poignarder. Après tout, n'avait-il pas dit qu'il aimait voir des choses introduites à l'intérieur des gens? Cette nuit-là, j'ai dormi habillé avec quelques outils pour me défendre, pendant qu'Harold montait la garde. Une nuit horrible. Le lendemain matin, j'ai fait une déposition à la police. Seulement, ils étaient incapables de penser que ce genre de choses pouvait arriver dans leur petite communauté, d'ordinaire si paisible. Ils m'ont cru malgré tout et m'ont demandé si j'avais un endroit pour me mettre à l'abri. Je leur ai annoncé que de toute façon, je partais pour l'Allemagne le lendemain. Le dernier jour, j'ai à peine parlé avec Harold. Je lui en voulais pas, il me dira quand même que la nuit précédant l'agression, il avait vu Olaf et lui avait dit que je partais, ce qui le rendait très triste. Après s'être drogué et s'être monté la tête toute la nuit, Olaf, le matin de l'agression, était décidé à défendre Harold. Il coupa Internet et attendit patiemment que je rentre dans la douche pour faire son horrible travail. J'ai quitté la Norvège sans un au revoir et sans regarder derrière moi. La police m'a dit que je pourrais témoigner via Skype lors du procès. Ils ont pris mes coordonnées et m'ont assuré que justice serait rendue. Je n'ai pas eu de nouvelles durant plus d'1 an. Lorsque j'ai posé la question à Harold, il m'indiqua que par manque de preuves, l'affaire avait été classée. Olaf était revenu au sous-sol comme si rien ne s'était passé. J'étais en colère, mais le temps passant, cela s'est dissipé. Seulement, depuis l'ombre de la peur plane toujours sur moi. Je regarde très souvent derrière mon épaule. Je suis très anxieux lorsque je prends une douche, en particulier dans les salles de sport, où je suis le plus vulnérable. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'il aurait pu se passer. Mon corps flottant dans la douche, dans une mare de sang, qui n'aurait pas été retrouvée sûrement avant des heures. Je sais que Olaf est en liberté, et je souhaite alors vraiment, ne pas avoir affaire à lui une nouvelle fois.